Est-ce que tu te rappelles, alors bon, on repart encore un petit peu dans le personnage, mais est-ce que tu te rappelles de passages qui ont été difficiles ou souffrants sur le chemin? Des fois, il y a des passages, les mystiques chrétiens, ils parlent de la nuit noire de l'âme, par exemple, ou des passages où on Ouais. est complètement paumé. Non, ça c'est pas arrivé. J'ai eu juste un passage très souffrant et très court. Donc, ça, tu sais, c'est comme un arrachage de dents finalement. C'est passé assez vite. Qui est en fait, j'en parle souvent dans les ateliers. Donc, certains peut-être de vous on l'a déjà entendu, mais je le fais en cours. Quoi, c'est un jour, je suis arrivé au satsang de Ramesh, j'étais en retard et puis. Il me dit, bah Didier, puisque tu viens d'Auroville, on va pouvoir discuter de ce qui se passe là-bas, etc. Donc, il m'a fait asseoir dans le hot seat, donc l'endroit où il y avait la conversation généralement. Et puis, il me dit, bon, bah, puisque tu es là, tu vas nous parler de l'enseignement de Sri Aurobindo et de la mère qui sont les fondateurs d'Euroville, tu vois. Et à l'époque, j'avais l'impression d'avoir du savoir par rapport à ça, quoi, en fait, d'avoir lu beaucoup, compris, etc. Et j'étais absolument, Pierre, j'étais pathétique. C'était l'horreur totale. Je me suis embrouillé. C'était des idées sur des idées, des concepts sur des concepts. Il n'y avait rien de vécu. C'était l'horreur totale. Et j'ai vu ça. Et puis lui, tu sais, il aggravait mon cas. Tu sais, il tirait sur la pelote pour que ça se défasse encore plus vite et plus. Et donc j'étais dans un moment de panique totale, de honte, de réalisation qu'en fait je savais rien, que c'était juste des idées, c'était du savoir rajouté, c'était pas intéressant. Et c'était le jour je dis souvent ça, que c'était le jour de ma plus grande honte, et c'était le premier jour de ma vraie recherche spirituelle, quoi, en fait. Donc c'est comme ça Hmm. que j'ai dit bon, c'est fini, je dépose tout ça. Euh, J'arrête de prétendre, donc de comprendre ce que voulait dire l'honnêteté par rapport à ça. Hmm. Alors là, ça m'intéresse, j'ai envie de creuser du coup, c'est quoi, qu'est-ce que tu appellerais pour toi, hein, évidemment, c'est avec tes mots à toi et chez toi, la vraie recherche spirituelle versus, comme on dit à Québécois, versus la recherche d'avant qui était selon toi pas authentique, pas sincère. Oui, c'est certes que en fait c'est très simple, hein. En fait c'est vachement simple à définir. La recherche qui est une addition d'informations, une collection d'informations ou d'expériences d'ailleurs, hein, la même chose, qui est pour moi-même, pour devenir plus spirituel ou plus éveillé ou plus quoi que ce soit, est une recherche, on pourrait dire qui est intéressante dans une première approche, mais qui comporte un énorme bug. C'est ce moi-là qui est au centre de toute l'histoire, ce chercheur-là, qui va en permanence faire dérailler le processus finalement, tu vois. Et donc ce chercheur-là, s'il disparaît pas à un moment donné, s'il y a pas à un moment donné l'évidence que c'est le plus gros problème, le plus gros obstacle à la compréhension, ça peut durer des années, une vie entière en fait de recherche. Et là, ça a été vraiment le premier jour où j'ai vu comme un zoom, sous un microscope, en disant mais c'est quoi ce chercheur et pour qui il se prend? C'est quoi cette prétention horrible, cette posture? C'est horrible. Enfin, il y avait vraiment j'étais vraiment dégoûté de cette histoire-là et ça m'a vraiment guéri de cette prétention-là. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment de vide après ça, mais il y avait une grande légèreté, une grande liberté qui est apparue de ça, quoi, aussi. Hmm. Ok. Quelque part, ça soulage aussi d'être, de se dire que finalement, bon, tout ce qu'on sait, le savoir quelque part, ça vaut pas grand-chose, quoi. C'est vrai Non, en il y a fait, que le vécu direct c'est qui est ça, mais vraiment essentiel. je mets pas le savoir à la poubelle. Je dis c'est un outil, c'est pas une identité. C'est ça, c'était une identité, ce savoir-là. C'était Ouais. ce que moi je savais, et donc Je, j'avais toujours ce moi je qui suis savait quelque chose, quoi. le sachant. Le sachant, exactement, Ouais, je suis exactement. celui qui sait, quoi. Ouais. Euh, ça passe Alors très attends, vite. Alors, est-ce que Pierre, attends, juste donne-moi une petite seconde parce que je t'avais dit qu'il y avait j'ai une toute petite chatte qui va réclamer pour sa nourriture. Elle vient juste d'arriver. Ok, Si vous vas-y, me ok. laissez une seconde, Ouais, je reviens tout de suite. pas de souci. Ah bah ça tombe bien parce que je voulais raconter une anecdote, comme ça je vais pouvoir la raconter. Donc l'anecdote, c'est que le maître que j'ai suivi dans les Himalayas, Swami Premananda Maharaj, quand il est arrivé chez Shivananda à Rishikesh, il était en satsang à un moment donné, donc auprès de donc Swami Shivananda, et Swami Shivananda tous les jours il donnait satsang avec beaucoup de gens autour. Et Swami Premananda, donc il était moine. C'est l'un des derniers à avoir reçu la robe orange, la robe de moine chez Swami Shivananda. Et pendant le satsang, il se dit intérieurement, les questions des autres sont nulles. Moi, mes questions, elles sont beaucoup plus intéressantes. Et
et Swami Shivananda s'arrête à ce moment-là et lui dit, et maintenant Premananda qui est au fond de la salle va venir nous parler, nous poser sa question. Et Premananda il se lève et là il peut pas parler. Il a un bug. Et donc Swami Shivananda il l'attend comme ça 30 secondes et il dit, bon bah merci beaucoup Swami Ji, vous pouvez vous rasseoir, etc. Et après ça recommence et donc le satsang reprend, Swami Premananda redit ah non mais les questions des autres ça va pas, mes questions sont beaucoup plus importantes, etc. Et donc ça a fait 3 fois comme ça. 3 fois il s'est fait lever par Shivananda, il pouvait rien dire et après il s'est assis. Et après c'était terminé. Il est C'est une resté autre forme de tranquille. déconstruction, bien sûr, c'est une autre forme de déconstruction, bien sûr. Ben, Ouais. il nous raconte ça, quand tu m'as parlé de ton histoire avec Ramesh, ça m'a rappelé Ouais. ça, il nous a dit qu'il était décomposé intérieurement. Ah, mais voilà, complètement. Voilà, c'est C'est exactement le terme. l'ego réduit en cendres, quoi. Ah, mais complètement. En plus, dans la salle, ça faisait déjà quelques mois que je venais, quelques semaines ou quelques mois peut-être, et il y avait tous mes potes qui étaient là, avec qui, tu vois, on parlait Advaita Vedanta au café du coin avec le chai, etc. Et tous ils me regardaient, ils me voyaient me décomposer, quoi. C'était encore pire, quoi. C'était carrément l'horreur totale. C'est la honte devant les copains, en plus. Exactement. Ok. Bon, bah, on va pouvoir bientôt passer aux questions. Vous pouvez lever la main si vous voulez poser une question, mais avant ça, je vais te poser une dernière question, Didier. Si tu avais une pratique simple, parce que des fois on me dit concrètement, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et si tu avais une pratique simple, peut-être une pratique qui toi t'a aidé. Alors quand je dis pratique, c'est une approche ou je sais pas un petit outil que tu as utilisé qui toi t'a aidé. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un comme ça qui te dirait je veux réaliser le soi mais j'ai pas le temps de lire. D'accord. Voilà, quel outil toi t'as le plus aidé? Bah, en fait, c'est très simple. J'ai une réponse très simple à ta question très simple, parce qu'en fait, ce que faisait Ramesh, donc dans mes dernières années de la recherche, il disait j'ai rien à vous proposer, sauf une chose, sauf un outil, sauf une pratique, on pourrait dire, et pour lui qui était la plus importante de toutes. Il disait en gros, il disait ce qui se passe, c'est que une des identités les plus collantes, on pourrait dire, les plus crédibles, c'est l'impression du libre arbitre, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut vraiment décider, donc comme une forme de petit centre de contrôle là-dedans, et qui va dire ses mots, qui va agiter ses mains, etc. Et donc, qui va certainement créer l'impression d'un auteur, d'un acteur qui serait antérieur à l'action et aux mots, etc. Et il disait cette impression de libre arbitre est une illusion, un tour de passe-passe, un tour de magie. Et donc, il proposait de mettre ça vraiment en question et de dire est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, ce qu'il disait, c'est que la technique concrète, il disait attendez le soir que vous soyez dans une situation un peu je dirais de tranquillité, sans personne pour vous embêter. Il y avait dans la légende, il disait prenez, c'est vrai que je l'ai entendu dire plusieurs fois, prenez un verre de whisky, ça peut aider. Je préfère le rhum, mais le whisky c'est bien assez, quoi. Et donc il pointait vers une détente, en fait, tu vois, Pierre. Il disait, détendez-vous, soyez tranquille, parce que on va pas y arriver dans une bataille. Il va falloir qu'il y ait un relâchement profond, existentiel, pas seulement physique, en fait, réellement. Et regardez vos actions dans la journée, prenez celles qui vous semblent être les plus indicateurs d'un choix indépendant, localisé et personnel, et vérifiez que c'est bien le cas et que c'est pas juste en réalité le choix qui est apparu du contexte. C'est-à-dire que le contexte va dire que entre 3 possibilités, il y a une qui va être choisie, qui va venir réellement d'un contexte spécifique, qui serait de plein d'ordres différents. Il n'y a pas juste une façon de le voir, mais vérifiez ça. Et si vous découvrez que ce libre arbitre est une espèce d'illusion, de tour de magie. Donc la deuxième
et ça c'est la dernière étape, la deuxième et dernière étape, c'est dans cette évidence qu'il n'y a pas de libre arbitre, je n'ai pas de libre arbitre, de vérifier que si quelqu'un n'a pas le libre arbitre, est-ce qu'il y a encore un jeu qui aurait pas le libre arbitre? Est-ce que c'est pas juste une formule grammaticale, mais qu'en réalité il y a personne qui aurait le libre arbitre ou qu'il ne l'aurait pas. Fondamentalement, ni l'un ni l'autre n'existe. Et donc, ça peut faire disparaître cette virtualité d'un moi auteur, d'un moi acteur. Et ça, ça a été l'essentiel c'est pas le seul, mais c'est l'essentiel de mes outils. Et j'utilise ça beaucoup en atelier, forcément. Ouais. C'est facile à comprendre, c'est facile à vérifier. Ouais, ça, j'ai remarqué que ça faisait énormément bugger les gens en satsang et c'est quelque chose, même souvent dans les commentaires sur YouTube, c'est quelque chose qui revient souvent. Moins maintenant, mais à une époque, les gens ils disaient quoi, j'ai un libre arbitre, j'ai le choix, j'ai le pouvoir, c'est moi qui décide d'aller à droite et à gauche, etc. Exactement. Et même à un moment donné, ils peuvent même arriver à la conclusion, oh, ben, ce n'est pas moi qui ai le libre arbitre. Et ça même, c'est aussi une forme d'illusion, finalement. Ouais, c'est ça. Mais parce que ce moi qui aurait ou qui n'aurait pas, dans les deux versions n'existe pas réellement. Ouais, c'est ça. En fait, quelque part, je n'ai pas de libre arbitre. C'est la version douce de. En fait, t'existes pas. Exactement. Mais bon, c'est vrai que. Ok. Bon, eh bien, on va commencer avec les questions directement. En tout cas, j'ai essayé de faire court mais c'est vraiment super, c'est passionnant. C'est ton approche, ta façon de le dire que je trouve très limpide. Je sais pas. En tout cas, c'est venu aussi avec les années. C'est-à-dire que c'était pas aussi limpide quelques années avant. Donc, j'ai appris avec force erreur, essais et erreurs, de voir ce qui passait pas, et la façon de le formuler. Et donc voilà, ça devient plus précis. C'est peut-être la seule évolution qui s'est passée. Ces découvertes n'ont pas changé réellement. C'est toujours unique et la même, mais l'évolution dans l'expression est énorme.